Colonel de réserve Olivier Rafovitz, bonjour, Boker Tov, merci d'être venu dans notre studio ce matin. Boker Tov. Alors il faut appuyer sur le bouton pour qu'on puisse vous entendre, voilà, c'est parfait. Boker Tov et Chodesh Tov. Chodesh Tov, merci beaucoup d'être venu de si bon matin dans notre studio. Alors ensemble, bien entendu, nous allons parler, on ne peut pas faire abstraction de la situation sécuritaire, de ce qui se passe depuis 2 jours dans la bande de Gaza. Alors je voudrais avoir votre appréciation d'expert en matière de sécurité. Finalement, on se retrouve dans une même situation. On a entendu la colère il y a quelques instants de Sandrine Fitoussi, habitante de Sderot, qui disait... C'est terminé, Bibi, c'est terminé, pas de confiance en ce gouvernement qui ne parvient pas à résoudre cette crise depuis de nombreuses années. On a le sentiment d'être pris en otage par les Palestiniens, on fait plus confiance aux Palestiniens qu'au gouvernement. Alors, comment vous expliquez que finalement, on a à nouveau le sentiment que cette fois, c'est pas le djihad, c'est pas le Hamas, mais c'est le djihad islamique qui donne le ton, qui commence un rang de confrontation et qui le termine quand il veut? Dans votre question, en fait, vous donnez la réponse. Oui. Le gros problème de cette situation dramatique pour les gens, les plus de 100 000 personnes qui vivent autour de la bande de Gaza, et puis bien au-delà, c'est que l'initiative est prise par les terroristes du Hamas et du djihad islamique. Moi, je ne fais pas de différence entre les deux. Et la différence que nous faisons aujourd'hui, elle est catastrophique parce que... à chaque fois, on veut et on ne veut pas faire, et puis on n'ose pas faire, et puis on accuse l'un en pensant que l'autre peut aider à calmer la situation. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et la bande de Gaza est inadmissible, est inacceptable et ne peut pas continuer comme ça. J'étais il y a 2 jours par hasard à Ashkelon dans le restaurant Frenchy tenu par des Français qui ont ouvert un restaurant à la Marina. Il y avait une trentaine de personnes, on était en train de discuter aussi de politique et puis tout d'un coup l'alerte. Les gens qui habitent à Ashkelon sont sortis de l'angoisse, de la peur, et des gens ont dit on en a marre, on peut plus, c'est pas possible. Mais on n'en peut plus, c'est pas possible, on en a marre, ça continue à être la même chose, la même rengaine, comme Madame Fitoussi que vous venez de citer. Et la situation est que nous devons inventer une autre manière de traiter la chose. Alors vous allez me dire de quoi on parle. Oui. Il y a eu pas mal de tentatives, pas mal d'hypothèses de travail différentes. On est la Startup Nation. Alors on est formidable dans l'invention de choses incroyables, mais on est assez faible dans l'invention de trouver la solution par rapport à ça. Alors je ne pense pas qu'il faut demain faire une opération de grande envergure, rentrer dans la bande de Gaza. La dernière fois, on a eu près de 80 morts dans cette bande de Gaza maudite. Mais il est clair que nous pouvons frapper un énorme coup. Comment on peut restaurer cette force de dissuasion qui, dit-on, est particulièrement affectée apparemment? Elle est très affectée. Mais vous savez, il y a les Gazaouis qui sont sous la mainmise du Hamas et du djihad islamique, et il y a les patrons du djihad islamique et du Hamas. Tant qu'eux ne sont pas touchés dans leur chair et dans leur compte en banque et dans leurs installations et dans leur famille également, eh bien ils continueront. À un moment donné, si vous voulez, il ne faut pas parler de surprise que nous préparons à l'avance, comme c'était le cas depuis quelques jours. Ça, elle prépare une surprise, on a une surprise à préparer. Faut pas parler. Faut laisser presque, je dirais, un calme sourd. Peut-être même demander au ministre, demander à tous les établissements israéliens dans une telle période de se taire totalement. On ne parle pas. Et puis on frappe. De quelle manière on frappe? Qui on frappe? C'est une autre question. Mais vous savez, à un moment donné... Et on l'a connu. Des éliminations ciblées comme il y en avait à une époque. Mais beaucoup plus fort. Et encore une fois, ces gens-là ont peur pour leur vie. Nasrallah se cache comme un rat dans son bunker depuis 2006 à Beyrouth, dans le quartier sud. Ismail Haniyeh et Yahya Sinwar se cachent dans les caves de Shifa, de l'hôpital de Shifa, parce qu'ils ont peur de mourir. Je répète, ils ont peur de mourir. Donc, si on a peur de mourir, ça veut dire que vous avez ici un levier pour les atteindre. Alors, c'est facile de crier... Parce qu'on a vu aussi que finalement, un terroriste peut en cacher un autre, que lorsqu'un disparaît, eh bien, un autre peut surgir, et que ça, véritablement, ne résout pas le problème de Gaza. Non, le problème de Gaza, il est double. Il y a un problème, je veux dire... où il faut continuer parce qu'on est à côté à assurer, entre guillemets, je dirais, la vie courante des Gazaouis, sinon c'est une catastrophe humanitaire qui peut également toucher l'État d'Israël. Je vais vous donner un exemple. Si demain il y a une épidémie de coronavirus dans la bande de Gaza, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas impossible. N'est-ce pas? Il y a une médecine catastrophique là-bas et des épidémies à tout va. Et puis,
eh bien nous devrons nous traiter. C'est-à-dire que nous devrons en fait quelque part être en relation avec les installations médicales du Hamas dans la bande de Gaza pour traiter un problème qui peut nous toucher puisque nous sommes à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres de cette bande de Gaza. Les égouts de Gaza aujourd'hui se déversent du côté d'Ashkelon. La mer est noire, la mer est sale. Donc il y a des obligations israéliennes pour les Israéliens. Maintenant au niveau sécuritaire, la bande de Gaza n'est pas gérée par le Hamas, elle n'est pas gérée par le djihad islamique, elle est gérée par des gangsters, par des mafiosi, qui utilisent aujourd'hui la bande de Gaza pour se mettre des millions de dollars dans les poches. Et là, on en vient à ce système de paiement mensuel. D'ailleurs, il y a quelques jours à peine, avant cette vague de violence, Israël a viré encore de nouveau plus de 35 millions de dollars en cash dans des valises dans la bande de Gaza. Alors vous allez me dire... de quoi on parle. Et puis je vous parle aussi, et ça a été aussi une chose qui est sortie dans la presse, c'est que Netanyahou a envoyé au Qatar Yossi Cohen, le patron du Mossad, et le général en chef du Picot Darom, du commandement du Sud, pour supplier les Qataris de continuer à payer ce qu'ils pensaient cesser de payer le 31 mars. C'est-à-dire qu'en fait, nous devenons pratiquement les avocats du Hamas pour qu'on continue à leur donner cet argent. Alors, juste un mot, Daniel. Dans cette situation-là, nous perdons à la fois notre crédibilité, nous perdons à la fois notre image de marque, d'État fort, et nous perdons également notre dissuasion. Alors, c'est facile maintenant, 4 jours avant les élections, de dire on va faire ci, on va faire ça. Alors, je vous entends, mais je n'entends pas dans votre bouche de véritables solutions, à part les éliminations ciblées. Et Binyamin Netanyahou l'a dit il y a un an, je crois que c'était même 2 jours avant que Avigdor Lieberman, et là on va rentrer dans le débat politique, démissionne. Il avait dit il n'y a pas de solution au problème de Gaza. Lui-même avait dit cela, c'était dans une conférence de presse le 11 novembre à Paris. Et si finalement il n'y avait pas de solution au problème de Gaza ? On va maintenant parler politique. Le gouvernement israélien en place aujourd'hui, depuis maintenant pas mal d'années, n'est pas capable de trouver des solutions ni à la bombe nucléaire iranienne, on en parle, mais l'Iran est à 1 an et demi d'avoir la bombe atomique, ni au Hezbollah qui continue à s'armer, à se surarmer dans le sud Liban, ni à la présence iranienne sur le plateau du Golan, ni au Hamas et au djihad islamique qui maintenant ose tranquillement ouvrir un front en lançant plus de 100 missiles sur Israël et puis tout d'un coup décider de l'arrêter. Alors c'est facile de dire il n'y a pas de solution, on gère. Mais on gère quoi ? On gère une situation qui va de pire en pire. On gère une situation où plus de 100 000 personnes aujourd'hui ont peur, où des 65 000 enfants ne vont pas à l'école ce matin. La situation actuellement, qui est le résultat d'une politique, encore une fois, de gestion de crise et non pas de solution de crise, est une catastrophe pour Israël. Pour tous les Israéliens. C'est bien au-delà de la politique. Mais parfois, il y a une mauvaise solution est moins bonne que pas de solution du tout. Et parfois, il n'y a pas de solution à des problèmes. Écoutez, si vous pensez que l'État d'Israël peut continuer comme ça à vivre, la réponse est non. Si vous continuez à penser que par des gestions, locales ou localisées de traitement, vous savez, lorsqu'on a une maladie grave, c'est pas par un sparadrap ou par du mercurochrome ou par de l'acamol qu'on traite le problème. Alors on peut dire que ça a calmé pendant quelques heures, pendant quelques jours. Mais nous sommes face à quelque chose qui s'appelle un scorpion. Vous savez, le scorpion... c'est un animal qui, à un moment donné, veut traverser la rivière, n'est-ce pas ? Il demande à l'éléphant de se mettre sur son dos. L'éléphant lui demande « Mais pourquoi tu te mets sur mon dos ? Si tu te mets sur mon dos, tu vas me piquer et on va mourir. » Le scorpion dit « Mais non, j'ai besoin de traverser la rivière, donc s'il te plaît, fais-moi confiance. » L'éléphant accepte. Le scorpion est sur l'éléphant et au milieu de la rivière, le scorpion le pique. Et l'éléphant lui dit « Mais pourquoi tu m'as piqué ?» Et le scorpion dit « C'est plus fort que moi, c'est ma nature. » Nous avons à faire face, nous, les Israéliens, à des gens qui ont cette nature, qui ont la haine plus forte que leur amour. Et bien donc, la conclusion... Eh bien donc, la conclusion, Daniel, elle est de revenir à ce que l'État d'Israël était avant. C'est-à-dire un État combatif et non pas un État de compromis, un État qui va, s'il le faut, dans des opérations extrêmement ciblées, mais extrêmement également secrètes. À force de dire on va faire ça, on fait rien. Et ce matin, Sderot, Ashkelon, les villages autour de la bande de Gaza sont dans une situation catastrophique. Alors j'en reviens, puisque vous proposiez une solution, vous dites secrète. La solution proposée par le leader de votre parti, Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman, lorsqu'il était, avant qu'il ne soit ministre de la Défense, était en 48 heures d'éliminer Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas. Il a été ministre de la Défense pendant près de 3 ans, Avigdor Lieberman. Et
il avait un certain pouvoir, il avait des concertations avec l'armée, il aurait pu peut-être proposer cette solution. Finalement, eh bien, il n'a pas réussi à éliminer Ismaël Haniyeh, et la situation sous Avigdor Lieberman, c'était la même. On a aujourd'hui la situation qui est la même avec Bennett. Oui. On a quelqu'un qui veut faire, mais qui ne peut pas faire. Parce qu'on a un monsieur Netanyahou qui veut être monsieur sécurité, qui veut être le monsieur sécurité et de monsieur Bennett aujourd'hui en tant que ministre de la Défense, et à l'époque de monsieur Lieberman, et ni l'un ni l'autre ne sont capables de faire ce qu'ils veulent faire parce qu'ils sont bloqués par Netanyahou. La politique de Netanyahou, je ne parle pas attendez, permettez-moi. Je ne parle pas de monsieur Bennett ni de monsieur Lieberman. Ces deux leaders, avec des visions différentes, ont une vision relativement semblable par rapport à un traitement de choc dans la bande de Gaza. Mais ni l'un ni l'autre ne sont capables, parce qu'ils sont bloqués par le même homme. C'est Netanyahou. D'ailleurs, je vous rappellerai qu'il y a 2 jours... Attendez, il y avait Olmert, bien avant Olmert... Attendez, Daniel, vous posez une question... Il y avait Rabin qui disait qu'il aurait voulu voir Gaza disparaître dans la mer. Daniel, vous me posez une question, laissez-moi s'il vous plaît répondre. Le Premier ministre israélien aujourd'hui a tenu, en même temps que M. Bennett hier, des concertations dans la Kyria par rapport à Gaza. Il n'y a pas 2 chefs d'état-major, il n'y en a qu'un seul. Oui. Alors il n'y a pas deux visions possibles, il y a une seule politique. La politique de Netanyahou aujourd'hui, elle ressemble à celle qui a été décidée après Washington. Je vais demain matin annexer la Judée-Samarie et les villages israéliens. Résultat, wallo, 0. La politique aujourd'hui de Netanyahou, malheureusement pour l'État d'Israël et malheureusement pour la droite israélienne, n'est pas une politique qui est une politique d'action, une politique de mots, de déclarations. Ce qui ne s'est pas passé, justement, en Judée-Samarie, le long de la vallée du Jourdain, dans le nord de la mer Morte, ce qui ne s'est pas passé avec Haniyeh ou avec d'autres leaders du Hamas ou du djihad islamique, ce qui ne se passe pas en Iran, ce qui ne se passe pas au Golan, ce qui ne se passe pas nulle part, fait qu'aujourd'hui, la force de dissuasion d'Israël est atteinte. Maintenant, vous allez me dire, alors il faut un changement. Il faut un changement de leadership. La droite israélienne doit rester une droite forte. Et pas seulement une droite déclarative, mais une droite d'action. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous êtes le représentant francophone, on va dire, d'Israël Beiteinu, mais vous êtes aussi le représentant, un des élus, un des candidats à la députation dans Israël Beiteinu. Mais la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui se passe avec Avigdor Lieberman? Parce qu'on a vraiment du mal à comprendre son parcours. C'est-à-dire d'Avigdor Lieberman d'il y a 1 an, qui était, on va dire, l'ultra dur, le dur des durs. Eh bien, aujourd'hui, on a un Avigdor Lieberman qui semble pas opposé à siéger dans un gouvernement avec Meretz, le Parti travailliste, le Parti bleu-blanc. Comment on peut expliquer quelque part ce changement? Est-ce que c'est seulement la haine de Netanyahou? Beaucoup d'Israéliens, dont M. Lieberman, pensent que pour le bon d'Israël, il faut changer de Premier ministre. C'est vrai. Pour la droite israélienne, nous sommes de droite dure. Notre droite dure, ça veut dire pas seulement des mots. Netanyahou, aujourd'hui, n'a pas une politique de droite. C'est une politique de compromis. 30-40 millions de dollars chaque mois au Hamas, c'est une politique pas de droite, mais de gauche, même d'extrême gauche. Oui. On veut essayer de calmer les ennemis d'Israël. Une politique qui dit « je vais annexer, je n'annexe pas », c'est une politique de faible. Une politique qui dit attendez. Alors, je vous laisse. Lieberman est un Jabotinsky. Lieberman est un Bettari. Ah oui, on a du Lieberman mal à est voir. un homme de droite. Oui, mais on a aussi du mal à comprendre comment se fait-il qu'il y a 2 élections. Netanyahou est allé voir M. Gabay du Parti travailliste. Il a supplié de rejoindre sa coalition à tout prix. Oui. Il lui a donné le moitié du royaume d'Israël et même, en plus de cela, pour être dans le gouvernement. Il a même proposé il me semble que Gabay n'est pas quelqu'un de droite. Il a également demandé à l'époque à d'autres hommes. Et ce matin, il demande également au Rav Lior, qui est quand même un des inspirateurs, n'est-ce pas, un des idéologues qui était derrière l'assassinat de Yitzhak Rabin, n'est-ce pas, de rejoindre également l'idéologie droite pour gagner des voix. À un moment donné, quand on n'a plus d'agenda clair, qu'on n'a plus de politique précise, on fait un peu n'importe quoi. Ni Begin, ni Sharon n'auraient demandé à des gens du Rav Kahana de rejoindre la coalition du Likoud. La situation aujourd'hui est une situation politique d'un homme qui a besoin à tout prix de 61 membres pour 2 raisons. Pour l'aide Gabrout et pour la loi française.
Netanyahou aujourd'hui ne veut pas... Ce sont des slogans, effectivement. Ce pas des slogans, Daniel, on est en politique. On est en politique. Netanyahou a dit qu'il n'avait pas l'intention ce matin, qu'il n'avait pas l'intention. Mais il a dit aussi qu'il allait annexer la Judée-Samarie. Oui, mais Lieberman aussi a dit qu'il n'y aurait pas de troisième élection. Il y a une troisième élection. Lieberman. Alors, je voudrais vous poser une question par rapport à Lieberman sur un point important parce que c'est quelque chose qui interpelle. C'est la position de Lieberman par rapport dans le débat entre religieux et laïcs dans la société israélienne. C'est quand même un point important. C'est fait partie de la plateforme politique de Lieberman aujourd'hui. C'est très dominant. Comment expliquer qu'un homme qui était l'allié pendant plus de 20 ans des partis orthodoxes, qui était l'ami intime d'Aryeh Deri, qui est le leader du parti Chasse, qui compte parmi ses conseillers un homme comme Avraham Abouhatzera, qui est un homme orthodoxe d'une famille très célèbre du monde judaïsme marocain, eh bien adopte des positions aussi radicalement anti-religieuses et très fortement laïques. Juste un mot, vous parliez de Avi Abouhatzera, ma femme est également de la lignée Abouhatzera, donc c'est une famille qui me touche également, mais pas seulement à moi. Personnellement, je vais vous dire, je ne suis pas à 100% avec la lignée ou la ligne contre les partis orthodoxes en tant que tels. Mais il est clair qu'il faut un changement de priorité pour faire que l'État d'Israël soit plus égalitaire. Maintenant, nous sommes en campagne électorale extrêmement dure. Chaque parti essaye de se différencier des autres partis. Au niveau de la droite, on pourrait dire qu'il y a pratiquement une égalité, pratiquement ou très peu de différence entre le parti Yamina et le parti Likoud, parce que les différences sont très petites. Si je prends Ayelet Shaked ou si je prends Netanyahou, la différence est nulle. Mais les partis de Lieberman aujourd'hui, effectivement, va dans une route où il essaye de dire aux partis orthodoxes par son narratif, écoutez bien, rejoignez l'ensemble de la communauté nationale. C'est-à-dire que le problème, par exemple, de la conscription générale, le fait que des élèves des yeshivot ne fassent pas l'armée, pose un problème à l'ensemble de la communauté israélienne. C'est vrai qu'il y a aussi des dissensions internes et des dissensions même personnelles entre Aryeh Deri aujourd'hui et Avigdor Lieberman. Mais nous savons également, dans les coulisses, que des partis orthodoxes continuent à avoir des relations avec M. Lieberman. Parce que, quelque part, le fait qu'il y ait, depuis des années, des relations entre ces deux partis, entre ces deux hommes, entre ces hommes en tout cas, que ce soit Yedut HaTorah, Chasse et Avigdor Lieberman, et l'épouse d'ailleurs de Lieberman est elle-même une femme orthodoxe, donc fait qu'il y a quand même des ponts. Mais aujourd'hui, il y a certaines fractures, c'est vrai. Mais juste un mot, je ne suis pas ici le porte-parole de M. Lieberman. Je suis effectivement membre de la liste de la Knesset, mais pas son porte-parole personnel. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que j'espère, fondamentalement et personnellement, qu'il y aura un rapprochement et qu'il y aura une réunion des forces. Parce que l'État d'Israël a besoin d'abord et avant tout de réunion. Je suis encore une fois personnellement d'avis qu'il faut essayer de trouver ce qui nous réunit et pas ce qui nous sépare. Et j'espère que ces élections-là, après le 3 mars, trouveront une autre musique. La musique actuelle générale n'est pas bonne. Il y a trop de dissensions en général, il y a trop de haine dans le discours politique israélien et trop de haine tout court au sein de l'État d'Israël, même au sein de la droite, mais ce même débat au sein de la entre gauche. Religieux et laïcs, vous n'avez pas l'impression que Lieberman l'a justement exacerbé, il l'a amplifié, alors que peut-être pour lutter contre Netanyahou, pour essayer de destituer Netanyahou, mais que finalement, ce qui rapproche un juif religieux d'un juif laïque, eh bien peut-être qui vivent en Israël, est bien plus important que ce qui les différencie, et qu'il faut faire attention avant d'exacerber ce type de débat. Vous avez raison, mais c'est vrai des deux côtés. Vous savez, quand des gens commencent à dire qui est juif, qui n'est pas juif, qui est plus juif, qui est moins juif, et lui est pas juif, pas assez juif, et l'autre est plus juif, c'est un débat très nauséabond, très dangereux. Je rappelle que nous sommes un petit pays et que parfois, pour savoir qui nous sommes, il faut écouter nos ennemis, parce que nos ennemis ne font aucune différence entre ceux qui ont des kippas, ceux qui n'ont pas de kippa, ceux qui ont des perruques, ceux qui n'ont pas de perruques, ceux qui habitent Sderot, Jérusalem ou Tel Aviv. Et pour eux, nous sommes tous des Israéliens, tous des Juifs, et qu'ils veulent, eux, nous détruire. Donc par rapport à cela, je dirais, revenons aux fondamentaux. Mais encore une fois, par rapport à la première question de Daniel, juste un mot, nous devons être extrêmement forts, beaucoup plus forts que nous sommes aujourd'hui, face à nos ennemis de la bande de Gaza. Alors, dernière question, 1 minute. Lieberman, il ira avec Gantz, il ira avec Netanyahou, il ira avec quelqu'un, ou il restera sur la touche comme il a fait après les secondes élections? Écoutez, je lui ai parlé il y a 3 jours.
il est dans sa vision politique aujourd'hui. Il ne veut pas et il n'ira pas à une 4e élection. Il l'a dit. Alors vous allez me dire, il a dit avant, la même chose, mais là il n'ira pas. Oui, il a dit, mais l'idée était intéressante. L'idée était de créer un gouvernement d'union nationale qui n'a pas réussi, qui ne s'est pas fait. Mais le fait qu'aujourd'hui il veuille qu'il y ait à tout prix un gouvernement, vu que c'est l'homme qui en fin de compte sera celui qui ajoutera ses voix pour qu'il y ait une coalition de moins de 61 sièges. Donc je suis convaincu qu'il y aura un gouvernement pour l'État d'Israël après le 3 mars 2020. Vous n'avez pas répondu à la tête de qui, avec qui sera à la tête de ce gouvernement. Ça dépendra de qui sera le plus grand parti d'Israël. Ok. Eh bien, merci beaucoup, colonel de réserve Olivier Rafovitz, d'être venu dans notre studio ce matin, à quelques jours donc des élections et en pleine tension sécuritaire. Merci d'avoir fait le déplacement et bonne chance pour ces élections du 2 mars prochain. Merci à vous, Daniel, et merci à vous aussi.